Au nom de l'Alliance socioculturelle et aide pédagogique, je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Nous sommes également sur Zoom et en direct sur certains médias sociaux pour une occasion bien spéciale puisque nous allons avoir ce genre d'événement qui devrait attirer la multitude de personnes puisque ça parle de conférences et de débats. Mais certains sont restés à nous regarder. On les remercie également. Remerciements aux deux médias qui sont en train de relayer l'événement. Alors, mon nom c'est David Mézy. Je suis là pour présenter celui qui, normalement, va tenir cette conférence. Je vous laisse le regarder. C'est un inconnu bien connu, n'est-ce pas? Monsieur Frantz Benjamin. Nous allons tantôt faire sa présentation pour vous permettre d'écouter Monsieur Frantz Benjamin et éventuellement de partager avec lui certaines questions. Mais nous avons aussi un invité artiste, autre que le député artiste qui est poète, que vous savez déjà. Nous avons également Jean-Jean Roosevelt qui est avec nous ce soir. Donc les deux, pour la conférence et pour vous aider à chanter et vous faire chanter et danser, nous aurons également à écouter Jean-Jean Roosevelt. Écoutez, moi je ne suis que le simple présentateur, je n'ai pas normalement la capacité de présenter l'Alliance socioculturelle et aide pédagogique. Alors je demanderai à celui qui officie comme le directeur de l'Alliance socioculturelle et aide pédagogique qui avait présenté le dimanche 31 mars dernier le spectacle en français, s'il vous plaît, dont je salue les artistes principaux qui étaient là sur scène et qui, à l'occasion aussi, vont recevoir ici des certificats de remerciement. Mais juste avant, je vous demanderai d'applaudir et de saluer celui qui est le directeur. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence ici. Vous savez, lorsque nous organisons des activités comme ça, vous voir en grand nombre, ça nous fait énormément plaisir, surtout avec notre député Frantz Benjamin aujourd'hui. Donc, nous sommes encore plus heureux de vous voir. Et écoute, l'Alliance socioculturelle aide pédagogique, c'est un organisme à but non lucratif qui est là pour faire la promotion des jeunes au niveau de la santé mentale. Nous travaillons, ça fait quoi, une trentaine d'années dans la communauté. Nous produisons des œuvres pour éduquer les gens, pour éduquer les familles, surtout donner une place aux jeunes. Parce que vous savez, nous les adultes, nous partons, nous allons tranquillement, mais ça prend la relève. Donc c'est pour ça que nous sommes là, nous travaillons avec des jeunes, on les met sur scène, hein, on les crée une place. C'est ça le rôle de l'Alliance socioculturelle. Donc accompagné avec des gens comme, des personnalités comme Frantz Benjamin, qui va les expliquer, hein, qui va nous expliquer c'était quoi notre parcours, le parcours de la communauté noire au Québec. Hein. Ceux qui se sont impliqués dans la politique, comment ils se sont pris pour arriver là. Donc ce soir, nous allons voir tout ça, entendre avec M. Frantz Benjamin. Il va tout nous expliquer ça. Puis voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour votre présence. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous et c'est un honneur aussi. Comme David l'a si bien dit tantôt, ça fait pas longtemps que je suis ici à Montréal et participer à ce genre d'événements est important pour moi parce que comme artiste, j'ai toujours été quelqu'un qui milite pour notre place. Et pour débuter la soirée, je vais vous chanter cette chanson que je considère comme une sorte de prière parce que ça parle de Dessalines. Dessalines, le père de la liberté. Dessalines, le premier des Noirs du Nouveau Monde. Et c'est une chanson qui était sur mon avant-dernier album.
Et je vais débuter la soirée avec ça. Il a dit, en foulant cette terre, on est libre, quelles que soient nos couleurs. Il a dit, si chez toi t'es enchaîné, fuis et viens ici, loin de tes colonisateurs. Il a dit, venez, venez retrouver la liberté. Ici on est libre, il y a la liberté à gogo. Il a dit, venez, venez retrouver la liberté. Sur la terre de Dessalines, la liberté coule à flot. Il a dit, en venant en Haïti, on est libre. Au nom de Vertière, il a dit, si chez toi t'es emprimé, rebellé, marron, puis viens ici, car les chaînes sont toutes brisées. Il a dit, venez, venez retrouver votre dignité. Ici il n'y a plus de bourreaux, plus de maîtres, plus de colons. Il a dit, venez, venez retrouver votre humanité. Tous les hommes naissent égaux. Message à toutes les nations. Dessalines le grand, Dessalines le grand. L'humanité te doit une fière chandelle. Dessalines le grand, Dessalines le grand. La liberté te doit un prix Nobel. On doit dérouler, dérouler, dérouler pour toi le tapis rouge. Pour ta contribution aux droits de l'homme, pour ton altruisme. On doit tirer, tirer, tirer pour toi des feux d'artifice. Pour tes leçons, pour ton exemple, pour ton influence, Papa Dessalines, Dessalines le grand, Dessalines le grand. La liberté te doit une fière chandelle. Dessalines le grand, Dessalines le grand. L'humanité te doit un prix Nobel. Ils ont essayé, 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 essayé de le cacher. L'empereur est un ancien bossal. Pour eux c'est pas normal. Ils ont falsifié, falsifié, falsifié tant de chapitres pour l'effacer. Les faits sont là, l'histoire est là, nous on connaît. Papa Dessalines, Dessalines le grand, Dessalines le grand. La liberté te doit une fière chandelle. Dessalines le grand, Dessalines le grand. L'humanité te doit un prix Nobel. Papa Dessalines, Dessalines le grand, Dessalines le grand. L'humanité te doit un prix Nobel. Merci, merci, merci. Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh,
Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh, 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 oh. Ango, yeah. Nous sommes du Congo. Ango, yeah. Nous sommes du Togo. Ango, 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 Ango. Nous sommes du Dahomey. Ango, yeah. Nous sommes du Sahara. Que de paroles, de poésie, que de chansons, tant de mélodies, brûlées pour te rappeler ton passé. Ça te dit rien, non? Que de versets inspirés des dieux dans le Coran ou les testaments, traduits pour t'apprendre à aimer. Ça te dit rien, non? Au moins ton professeur d'histoire, dans tes années préparatoires, te parlant de la traite des Noirs, est-ce qu'il t'a pas dit non? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a un seul clan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh, 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 oh. Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh, 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 oh. Ensemble, ensemble on a fait la route d'Afrique jusqu'à l'Amérique. Les mêmes chaînes pour toi et moi. Ensemble sur le même négrier. Ton père et mon père enlacés, battus, vendus et maltraités. Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh, 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 oh. Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh, oh, oh. Ango, yeah. Nous sommes du Congo. Ango, yeah. Nous sommes du Togo. Ango, 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 Ango. Nous sommes du Dahomey. Ango, yeah. Nous sommes du Sahara. Ensemble, ensemble dans les mêmes tribus. Ton père et ma mère oppressés, battus, violés et maltraités. Ango, yeah. Ango, yeah. Nous sommes des Zoulous, yeah. Ango, yeah. Nous sommes des Bantous. Ango, 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 Ango. Nous sommes des Yoruba. Ango, yeah. Nous sommes d'Oyo, d'Oyo, Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Merci, 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 merci. Franz Benjamin va vous entretenir dans un sujet assez intéressant, implication politique, trajectoire des communautés noires au Québec, et qui est mieux placé pour le faire si ce n'est pas M. Benjamin lui-même. Il va arriver. Et pendant qu'il va arriver en tant que conférencier, je vous demanderai de commencer à l'applaudir jusqu'à ce que l'Ichita. Franz Benjamin, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Allez, soyez pas chiche. Voilà. Oui, ici. Merci beaucoup, David. Est-ce que vous m'entendez? Là. Est-ce que vous m'entendez là? Là, c'est mieux. Parfait.
Bon, alors, j'aurais une première demande à faire. David, j'ai une première demande à te faire. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas tellement nombriliste, égocentrique, etc. Je trouve qu'il y a trop de portraits de moi donc, en avant. Donc, est-ce qu'on peut les enlever, s'il vous plaît? Et la bannière aussi, parce que je pense que vous m'avez, donc la bannière est de trop. Non, parfait. La bannière, c'est parfait? D'accord. Ben alors... Non, ça c'est bon, ça c'est pas moi. Ça c'est Madiba, c'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer, nous allons faire un acte de mémoire que je pense important. D'autant plus, circonstances obligent. La thématique que nous allons traiter ce soir oblige que nous honorons la mémoire de quelqu'un qui nous a quittés cette semaine, Dan Phillips, le président de la Ligue des Noirs du Québec pendant de nombreuses années. Je vais vous demander qu'on se mette debout, qu'on observe une minute de silence à la mémoire de Dan Phillips, s'il vous plaît. Merci. Alors, les salutations ayant été prononcées, donc je considérais vous tous et toutes salués pour cette rencontre. Donc, je remercie la ZAP qui a pris cette initiative de nous réunir autour d'un thème qui m'est cher parce que c'est par ce thème-là que depuis maintenant presque 25 ans, que j'ai l'honneur de servir différentes populations. Mon expérience comme élu a commencé à Rivière-des-Prairies, donc je dis tout souvent qu'il faut remercier en premier les gens de Rivière-des-Prairies, car ce sont eux qui ont la première fois m'ont fait confiance à 3 reprises pour les servir sur la scène scolaire. Ensuite, je suis revenu à mon patelin, à mon hometown, comme on aurait dit en anglais, Saint-Michel, pour servir la population de Saint-Michel sur la scène municipale. Les gens de Saint-Michel qui m'ont fait l'honneur aussi, qui m'ont fait confiance à 3 reprises pour les servir sur la scène municipale. Et les gens de Saint-Michel, de la circonscription de Vieux toujours, qui m'ont fait confiance à 2 reprises pour les représenter sur la scène provinciale. La participation politique, l'implication citoyenne, ce sont des enjeux qui sont des thèmes qui sont au cœur de mon engagement, de ma trajectoire personnelle, sans faire de ma trajectoire personnelle celle des communautés noires, mais je prétends inscrire ma trajectoire dans la trajectoire des communautés noires. Et ce que je vais vous proposer, ce que je nous propose aujourd'hui comme échange, c'est plutôt un survol de cette thématique qu'est la trajectoire des communautés noires autour de la participation politique. Au mois d'avril, le mois d'avril, c'est le mois où on célèbre la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Vous savez que j'ai une vie parallèle à celle de la politique, à celle d'être politicien. Et ma vie parallèle, c'est une vie d'écriture. Et évidemment, puisqu'avril, c'est le mois du livre et du droit d'auteur, je vais commencer, contrairement aux habitudes des conférenciers, je vais commencer par donner crédit aux auteurs qui m'ont inspiré pour cette présentation. Donc, je donne tout de suite les crédits d'auteur. Dorothy Williams, Les Noirs à Montréal, qui a publié Les Noirs à Montréal. Sia Morel,
un boursier de la Fondation Jean-Charles Bonenfant, qui a construit une excellente thèse sur la participation politique des Afro-Québécois entre consultation publique et recherche d'un consensus durable. Ensuite, Marcel Trudel, qui a publié 2 siècles d'esclavage au Québec en 2004. Il y a aussi le directeur général des élections du Québec, qui a publié Histoire du droit de vote au Québec. Et ensuite, pour terminer, Yves Boisvert, Sous le soleil de Lewis Lord at Latimer. J'essaie de plus souvent, quand je fais mes présentations, de les ponctuer de musique, mais comme je n'avais pas encore fait le choix musical, j'ai choisi cette fois-ci de le ponctuer d'anecdotes. Donc, je vais partager avec vous quelques anecdotes qui, j'espère, vous inspireront ces anecdotes-là au fil de la présentation. Premièrement, il y a une différence à poser tout de suite. Parce que souvent, ce sont des concepts qu'on mêle, qui sont faussement pris les uns pour les autres. Il y a l'implication citoyenne, il y a la participation politique et il y a la représentation politique. C'est pas tout à fait la même chose. J'aurai l'occasion de revenir sur chacun de ces thèmes-là. Mais en attendant, le thème qui m'a été demandé de vous partager avec vous, c'est la participation politique, donc un de ces 3 thèmes-là. Donc la participation politique, je me suis inspiré d'une définition d'une sociologue, Anne-Cécile Douillet, qui présente la participation politique comme l'ensemble des activités individuelles ou collectives susceptibles de donner aux gouvernés une influence sur le fonctionnement du système politique. Le principe de participation peut être traduit de multiples façons. Et la définition de la bonne façon de participer est un enjeu de lutte continue. Il convient donc alors de saisir dans quelle forme concrète se matérialise historiquement la participation politique dans un système politique donné, mais aussi la valeur accordée à tel ou tel mode de participation, valeur qui peut être variable d'une société à une autre et aussi suivant les positions qu'on occupe dans la société. La participation politique, dans le cas qui nous concerne, fait partie intégrante de l'inclusion sociale. Et la participation politique, généralement, prend 2 formes. Une forme un peu plus directe, autour du vote, l'expression du vote, donc voter, c'est un geste concret de participation politique, mais on aurait tort de limiter, de restreindre la participation politique au seul fait d'aller voter. Et vous allez pouvoir, je vais partager avec vous toutes sortes de formes que la participation politique peut prendre. Premièrement, identifions les lieux de participation politique. Un des premiers lieux de participation politique, si tel est votre souhait, et je souhaite qu'à la fin de la soirée, ce soit tous votre souhait, donc ce sont les partis politiques comme lieu de participation politique. Les partis politiques, un parti politique, c'est un regroupement de personnes autour d'une idée, de valeurs, de principes, d'orientation, d'un idéal qu'ils portent ensemble. Et ils décident de faire triompher cet idéal-là, ces valeurs-là, cette vision-là, en prenant le pouvoir, en gouvernant, en devenant à la tête d'un gouvernement. Et comme mode de participation dans un parti politique, vous pouvez choisir de devenir membre d'un parti politique. En devenant membre d'un parti politique, ça vous donne la possibilité de pouvoir prendre la parole au sein de ce parti politique-là, de militer, de pouvoir participer aux activités de ce parti politique-là, et espérons-le, de pouvoir gagner les élections, donc si tel est le cas. Vous pouvez choisir de devenir non seulement membre d'un parti politique, mais membre de commissions. Parce qu'à l'intérieur des partis politiques, souvent, il y a des commissions politiques. Et par exemple, si je vais donner comme exemple, je ne vais pas être en conflit d'intérêts, mais ce n'est pas un secret pour personne qui est ici présent que je suis membre du Parti libéral du Québec. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est étonné ici de cela? Non? Personne n'est étonné. Voilà. Alors, comme membre du Parti libéral du Québec, au Parti libéral du Québec, il y a plusieurs commissions. Il y a une commission politique, il y a une commission sur les finances, il y a une commission des communautés culturelles, il y a aussi une commission jeunesse qui regroupe des jeunes et qui donne une grande place aux jeunes du parti aussi. C'est très important de le souligner. Donc, vous pouvez choisir de devenir membre d'un parti politique ou d'une commission. Vous
pouvez choisir aussi de devenir non seulement membre, mais de devenir un membre actif en devenant bénévole pour le parti. Lorsqu'il y a des activités, des congrès, des élections, des rencontres régionales, vous pouvez choisir de devenir bénévole du parti. Mieux encore, vous pouvez choisir votre rêve, votre aspiration, peut-être arriver à l'exécutif du parti. L'exécutif, c'est cette entité qui est un peu la tête du parti, qui dirige un peu le parti, à la direction d'un parti. D'ailleurs, je vais prendre comme exemple, sur la scène municipale, je pense que c'est l'un des rares directeurs du parti politique que nous avons qui soit issu des communautés noires. Alors, il y a notre ami Guidouyc Bernier, qui est le directeur, qui est le président, pardon, pas le directeur, mais qui était le président du parti Projet Montréal sur la scène municipale. C'est un exemple d'implication concrète, de participation politique. On fait souvent l'erreur de penser qu'une des façons de s'impliquer en politique, c'est en devenant un élu. L'élu, c'est un des éléments de l'appareillage politique. Mais dans l'appareillage politique, vous pouvez choisir aussi de vous impliquer. Vous pouvez dire, écoutez, moi, je ne suis pas intéressé à devenir élu, ou du moins pas encore, mais je peux choisir de travailler avec un élu. Par exemple, devenir directeur ou directrice de cabinet, de devenir attaché politique, de devenir conseiller politique, conseiller en communication. Il y a plusieurs postes qui sont disponibles dans un appareil politique qui permettent à des gens qui ont des compétences X ou Y de pouvoir mettre à contribution ces compétences-là, mais c'est une forme de participation politique aussi. En dehors des partis politiques ou de l'appareillage politique, vous pouvez aussi choisir, vous pouvez dire, écoutez, moi j'ai un idéal, j'ai quelque chose que j'aimerais réaliser en culture, en sécurité publique, en justice, en politique, en immigration. Vous avez des idées, des convictions que vous voulez défendre. Vous pouvez choisir aussi de les défendre au sein d'associations, d'organismes, pour militer pour un organisme. Par exemple, il y a un organisme qui s'appelle le FRAPRU, qui est le Fonds en réaménagement urbain, etc., qui défend les locataires, qui défend le logement social. Bon, alors, les gens qui militent au sein du FRAPRU, c'est une forme de participation politique. Ils ont choisi de militer au sein d'un organisme pour défendre un dossier. Et c'est ce dossier-là qui les intéresse. Évidemment, je ne suis pas en train de restreindre le mandat du FRAPRU, mais c'est principalement le dossier sur lequel ils interviennent. Il y a des organismes qui interviennent strictement sur le dossier de l'immigration, qui disent, écoutez, moi, je milite pour une véritable intégration, pour le droit de l'immigration, les droits des immigrants. Vous pouvez choisir de militer au sein d'un organisme, d'une association, ou même d'un syndicat aussi. À chaque année, moi qui suis à l'Assemblée nationale, on reçoit souvent des syndicats qui viennent rencontrer les élus pour présenter les dossiers, les revendications des syndiqués. C'est une forme de participation aussi. Lorsque vous choisissez d'être syndiqué, de militer dans un syndicat, de devenir délégué syndical, de devenir encore mieux présidente ou président d'un syndicat, et pour défendre les droits des travailleurs. C'est une forme de participation politique. Donc, vous voyez, les lieux de participation politique sont multiples, sont nombreux. Je vous disais tout à l'heure qu'on aurait tort de penser que le seul mode de participation politique, c'est le vote. Bien sûr, le vote, c'est important. Et j'encourage chacun de vous ici présents, ou encore vous qui nous regardez, qui nous écoutez, d'aller voter. C'est le geste citoyen le plus important. Lorsqu'on sait qu'il y a des endroits dans le monde, il y a des gens au prix de leur vie, donc demandent, exigent le droit de vote, on aurait tort ici de ne pas utiliser notre droit de vote. Souvent, il y a des décisions qui se prennent, ce sont des décisions qui sont prises suite à une élection d'un gouvernement. Il y a des décisions qui se prennent suite à une campagne électorale. Les campagnes électorales, ce sont des occasions que les partis politiques ont pour présenter leur orientation, leur vision, leur engagement politique. Trop souvent, je rencontre des gens qui me disent « Écoutez, on ne savait pas s'il était comme ça, si tel député était comme ça, si tel gouvernement était comme ça. » Mais la question que je pose souvent, avez-vous pris le temps, durant la campagne électorale,
d'écouter ce que ce candidat-là, ce parti-là, avait à offrir. Deuxièmement, avez-vous été voté? Alors, le vote, c'est important. Quelques actions aussi de participation politique, militer. Donc, vous pouvez aller voter, c'est quelque chose, mais militer, c'est encore mieux. Lorsque vous avez des convictions politiques, vous avez une orientation politique, vous avez confiance dans un candidat ou une candidate, dans un parti politique, ben, l'autre geste à poser comme mode de participation politique, c'est de militer. Une autre forme aussi que peut prendre votre participation politique, c'est le financement. Donc, c'est financer. Acheter une carte de membre, par exemple. Faire une contribution. Au Québec, la loi sur le financement des partis politiques est très, très claire. Par exemple, cette année, si vous choisissez de contribuer à un parti politique sur la scène provinciale, vous ne pouvez pas donner plus que 100 $. La loi est très claire là-dessus. La loi limite votre contribution à 100 $. En année électorale, cette contribution-là augmente jusqu'à 200 $. Je tiens à faire un rappel tout de suite, c'est que mon intervention, je la circonscris sur la scène provinciale. Évidemment, les règles de financement sur la scène fédérale sont autres. Je vous réfère pour cela à Élections Canada pour savoir quelles sont les règles en détail de financement au niveau sur la scène fédérale. Ce que je partage avec vous, ce sont des informations pour la scène provinciale. Il y a des informations aussi qui existent aussi pour la scène municipale aussi, parce que vous pouvez choisir de vous impliquer à différents paliers, municipal, provincial, fédéral. J'y reviendrai par ailleurs par rapport à ces paliers-là. Une autre forme que peut prendre aussi, j'ai parlé de voter, j'ai parlé de financer, j'ai parlé de militer. Une autre forme que peut prendre aussi votre participation politique, c'est participer par exemple à une commission parlementaire. Vous savez, à chaque session parlementaire, que ce soit à Ottawa ou au Québec, il y a des projets de loi qui sont déposés sur lesquels, par exemple, il y a des consultations particulières, il y a des commissions parlementaires. Et c'est des thématiques qui touchent la vie de vous et moi, de chacun d'entre nous, sur plusieurs enjeux, que ce soit sur l'éducation, sur la santé, sur la justice, la sécurité publique, la culture, l'économie. Donc, lors de ces consultations particulières, on fait appel aux groupes organisés, aux organismes organisés et aux citoyens d'envoyer des mémoires ou du moins de répondre aux besoins de consultation. À quoi servent ces consultations-là? À quoi servent ces commissions parlementaires? Ça sert à recueillir le plus de commentaires que possible venant du public afin de pouvoir, par la suite, afin que les élus puissent bonifier ou améliorer les projets de loi qui sont présentés, déposés à l'Assemblée nationale. Donc, vous aurez compris que plus il y a des gens qui participent, plus vous participez, plus vous vous donnez une chance d'avoir une influence sur les projets de loi, sur ce que les élus votent à l'Assemblée nationale. Il y a aussi des fois ce qu'on appelle des audiences publiques ou des consultations particulières. Les audiences publiques, par exemple, peuvent se tenir n'importe où au Québec. Par exemple, dernièrement, le directeur général des élections du Québec tenait des audiences publiques sur le redécoupage de la carte électorale. Et il y avait des audiences publiques qui se sont tenues un peu partout au Québec, dans plusieurs régions du Québec, ici même à Montréal. Or, lors de ces audiences publiques-là, il était possible pour des citoyens qui veulent se faire entendre, d'aller se faire entendre. Autre façon de participer, très concrète celui-là, contactez votre élu. Posez une question à votre élu. Vous avez quelque chose qui vous chicote, un dossier pour lequel vous avez besoin de réponses, ou du moins pour lequel vous n'êtes pas d'accord avec les orientations du gouvernement ou des gouvernements, vous pouvez prendre le téléphone, appeler votre élu, qu'il soit fédéral, provincial ou municipal, pour lui poser une question, pour l'interroger sur cet enjeu-là, pour savoir quelle est sa position, du moins pour lui partager avec vous votre position à vous, votre conviction à vous sur ce dossier-là. C'est un geste concret de participation politique pour vous faire entendre. Sur la scène municipale,
vous êtes à Montréal, la plupart d'entre vous. Pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez être partout. Mais si vous êtes au Québec, la loi sur les cités et villes, c'est cette loi-là qui a créé, si on veut, les municipalités. Donc, en vertu de la loi sur les cités et villes, il y a les conseils municipaux qui se tiennent au moins une fois par mois. Et lors des conseils municipaux, ou dans le cas qui nous concerne ici même à Montréal, lors des conseils d'arrondissement, qui sont publics, il y a toujours une période de questions du public. La période de questions du public, c'est une période de questions où vous pouvez, alors il faut voir quels sont les modes de fonctionnement, d'opérationnalisation de ces périodes-là, là où vous habitez. Dans certains cas, il faut vous inscrire à l'avance. Dans d'autres cas, vous n'avez qu'à vous présenter. Vous pouvez vous présenter pour aller poser une question à la mairesse ou aux élus d'arrondissement ou aux élus municipaux sur quelque chose qui se passe dans votre quartier, quelque chose qui se passe dans votre arrondissement ou dans votre ville. C'est une possibilité que vous avez et souvent, vous savez, les gens qui utilisent ce levier-là, c'est-à-dire aller poser une question au conseil municipal, ont toujours une réponse. Ils n'ont pas toujours la bonne réponse qu'ils souhaitaient, mais au moins, en ayant une réponse, l'élu sait que vous êtes préoccupé par un enjeu sur lequel il n'a peut-être pas pris la bonne décision ou la bonne orientation. Et dans certains cas aussi, il y a même des dossiers qui peuvent se régler séance tenante. C'est-à-dire, vous vous présentez sur place, vous posez votre question, et là, et sur l'enjeu en question, l'élu fait appel à un fonctionnaire et demande de régler le dossier dans les meilleurs délais. Donc, c'est un mode de participation politique très efficace. Un autre mode de participation politique qui existe encore, c'est aussi banal que ça puisse paraître, mais c'est très efficace aussi, signer une pétition. Il y a des pétitions sur toutes sortes d'enjeux qui circulent dans la société. Mais quand vous décidez sur un sujet donné de signer une pétition, c'est un geste concret de participation politique pour dire à celui ou celle qui recevra la pétition que sur cet enjeu-là, vous avez pris position et voilà votre position. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a 2 semaines, ma collègue Madouanika Cadet, députée de Bourassa-Sauvé, a déposé, au nom de milliers de citoyennes et citoyens du Québec, une pétition sur la question de l'immigration. Sur la décision, c'est une pétition où les pétitionnaires, donc les gens qui ont signé la pétition, demandent au gouvernement du Québec de revenir sur sa décision, de ne pas participer au programme mis en place par le fédéral, programme qui touche 3 groupes en particulier, les Colombiens, les Vénézuéliens et les Haïtiens. Donc cette pétition-là, il y a plusieurs milliers de personnes qui l'ont signée, et cette pétition-là a été déposée à l'Assemblée nationale. C'est une façon concrète de faire entendre votre voix pour dire à un gouvernement que vous n'êtes pas d'accord avec son orientation sur un sujet concret. Il y a, et selon mes observations, un autre mode de participation que j'observe qui a émergé avec les réseaux sociaux. Et ce mode de participation-là, il faut en tenir compte, c'est un mode de participation politique qui peut être aussi très efficace. J'ai parlé tout à l'heure de voter, j'ai parlé tout à l'heure de financer, j'ai parlé tout à l'heure de militer, je vais ajouter influencer. Influencer, c'est un mode de participation politique concret aussi. Qu'est-ce que j'entends par influencer? J'ai fait quelques élections, donc je sais à quoi m'en tenir lors des élections. Je n'ai pas la capacité, comme candidat, je n'ai jamais eu la capacité de pouvoir rejoindre tous les électeurs de mon territoire. Je fais beaucoup de porte-à-porte. J'ai des bénévoles qui font des appels téléphoniques pour moi, qui m'accompagnent dans le porte-à-porte. Mais on n'est toujours pas capable de rejoindre tous les électeurs. Mais il se pourrait que j'ai un ami ou quelqu'un, pas nécessairement un ami, quelqu'un qui partage les mêmes convictions politiques que moi, qui est sur les réseaux sociaux, du moins qui prend son téléphone. Par exemple, je vous donne un exemple, un agent immobilier par exemple. Un agent immobilier qui dit, écoutez, moi, dans Saint-Michel, je connais au moins 12 familles.
Parce que je les connais, c'est moi qui leur ai vendu leur maison. Il prend son téléphone, il appelle ces 12 familles-là. Il dit, écoutez, j'ai un ami, Franz, qui est candidat. C'est quelqu'un, voici son bilan, voici son programme, etc. Je vous encourage à voter pour lui. Et je peux vous dire ceci. Ce coup de fil-là peut être beaucoup plus payant que le candidat lui-même qui appelait. Beaucoup de gens vont se dire, ah, mais comme c'est toi qui m'as appelé pour lui, on va aller voter pour lui. J'appelle ce type de personnes-là des influenceurs. Les influenceurs peuvent être sur les réseaux sociaux aussi. Quelqu'un qui décide, par exemple, d'endosser une candidature, de dire, et j'en ai déjà eu plusieurs, et je leur remercie d'ailleurs, tous ces amis-là, ils se reconnaîtront s'ils me regardent. Vous êtes trop nombreux pour pouvoir vous nommer. Donc, mais des gens qui ont beaucoup de personnes, des centaines, des dizaines de personnes ou des milliers de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes, qui décident d'endosser ma candidature, qui disent, écoutez, moi, j'appuie Franz et je demande à toutes les personnes qui habitent dans la circonscription de Franz d'aller voter pour lui. Ça aussi, ça a son effet. Donc, j'appelle ce mode de participation-là, le mode de participation influencé. Et je sais que dans la salle, je vois au moins 3-4 personnes que je sais que je peux leur donner le statut d'influenceur. Pas vrai, Ruth? Alors, voilà. Alors, je pense que je viens de camper un peu ce que c'est la participation politique. Mais le thème que nous avons, ce n'est pas la participation politique strictement, c'est la participation politique des communautés noires à la société québécoise. Alors, comme je viens d'aborder la participation politique, je vais aborder l'enjeu des communautés noires. Le 29 février 2020, celle qui est la présidente de l'Assemblée nationale maintenant, Mme Nathalie Roy, qui était anciennement à l'époque, en 2020, ministre de la Culture et des Communications, désigna Olivier Lejeune comme personnage historique. En prenant cette décision, elle décida alors d'ajouter le nom d'Olivier Lejeune au registre du patrimoine culturel afin qu'on se souvienne de son histoire. La désignation comme personnage historique d'Olivier Lejeune, premier noir connu et premier noir établi de manière permanente dans la vallée du Saint-Laurent, met en lumière la présence des Noirs sur le territoire québécois depuis près de 4 siècles. C'est aussi la première fois depuis que cette marque de reconnaissance existe qu'une personne noire est désignée personnage historique au Québec. Ce geste nous rappelle un pan plus sombre de notre histoire qu'est l'esclavagisme à l'époque coloniale, et il nous permet de rendre hommage à cet homme pour ne jamais l'oublier et jamais oublier son histoire. Cette reconnaissance nous permet de nous propulser vers l'avenir afin que d'autres personnes noires puissent obtenir un statut historique qui souligne leur contribution à l'histoire du Québec. Ces mots ne sont pas de moi, ce sont les mots de Nathalie Roy, alors ministre de la Culture. Il faut rappeler qu'Olivier Lejeune, arrivé au Québec en 1629, lors de la prise de la colonie par les frères Kirk, est le premier esclave noir connu de l'histoire de la Nouvelle-France. Et cette reconnaissance n'est pas arrivée par hasard. Il faut rappeler que c'est à l'initiative de Webster, qui est Aline Diaz de son vrai nom. Webster, c'est son nom de plume, artiste hip-hop, conférencier et représentant de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec, appuyé par Michael Farkas, président de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs ici à Montréal, qui ont apporté ce dossier-là auprès de Nathalie Roy, de la ministre de la Culture et des Communications. Donc, nous partons de là. Nous partons de là, de cette présence qui a toujours existé au Québec. Souvent, on a tendance à ratatiner, à réduire la présence des communautés noires à l'immigration, c'est-à-dire aux années 60. Ce qui est absolument faux. La présence des communautés noires remonte d'aussi loin que le début de la colonie française en Amérique. Les groupes qui forment la population afro-québécoise se différencient notamment sur le plan de l'origine ethnique,
de la période d'installation au Québec, de la composition sociodémographique, de l'appartenance linguistique et du fonctionnement communautaire. Et de même, certains enjeux affectent inégalement ces différents groupes. Or, la communauté, par exemple, prenons une communauté, quand on parle de la communauté jamaïcaine, par exemple, alors à côté des difficultés qu'ont les membres des communautés jamaïcaines, une difficulté supplémentaire est celle des problèmes d'intégration reliés, par exemple, à la langue d'usage, à l'anglais. Donc, c'est une difficulté supplémentaire qu'on doit reconnaître que les membres des communautés jamaïcaines ou des communautés noires anglophones ont au Québec. Les communautés noires au Québec recouvrent une infinité de parcours, de profils socio-économiques et migratoires fort distincts. L'histoire des Noirs à Montréal s'étend sur plus de 360 ans et commence dès le début de Ville-Marie. Les Noirs ont contribué à l'essor et au dynamisme de Montréal et du Québec. Ajoutant au caractère exceptionnel de la ville, ils ont aidé à différentes façons à faire connaître la métropole québécoise, notamment en participant à la création et au soutien de l'infrastructure des transports de la ville, puis en faisant de Montréal un carrefour de la culture de premier plan en Amérique du Nord, notamment à travers le jazz, enfin en réalisant de grandes découvertes scientifiques et médicales d'une portée considérable. Première anecdote. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît Lewis Howard Latimer? Levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Lewis Howard Latimer? Il y a quelqu'un qui le connaît? Non? Alors, nous sommes en 1882. C'est en 1882 que débarque un personnage extraordinaire, et ces mots ce que je suis en train de vous lire, c'est un extrait d'un article publié par Yves Boisvert, journaliste de la presse, un article paru dans la presse en 2000, je vous ai donné la source, le 21 février 2021. Je vais vous lire un extrait de cet article. C'est en 1882 que débarque en ville un personnage extraordinaire de l'histoire de l'éclairage. Après la ville de Londres et la ville de Philadelphie, c'est à Montréal que la US Electric Company a dépêché Lewis Howard Latimer. On disait de lui qu'il était le seul dans l'entreprise à comprendre tous les aspects de la production d'une lampe électrique. Dans un discours au Wisconsin, pendant la dernière campagne présidentielle américaine, Joe Biden a cité Latimer comme le véritable inventeur de l'ampoule électrique. Ce n'était pas un gars blanc nommé Edison, a-t-il dit, insistant sur le fait que l'histoire officielle a effacé les grandes figures noires. Si exceptionnel que c'est Latimer qui a fait les dessins pour Alexander Graham Bell quand il a inventé le téléphone. C'est d'ailleurs pourquoi Thomas Edison va embaucher Latimer dans sa bataille contre Maxim, et grâce à Latimer, Edison, après Bell, est devenu officiellement l'inventeur de l'ampoule électrique, ce qui a donné naissance à la General Electric, la compagnie que nous connaissons. Latimer avait aussi un talent pour diriger les hommes, et c'est lui qu'on a envoyé à Montréal au début des années 1880 pour faire le montage de lampes à arc de la station ferroviaire Hochelaga et de la gare de triage. Tous les travailleurs étaient des francophones de l'endroit, disait Latimer, et je devais écrire une liste des travaux à accomplir pour que mes ordres soient bien clairs. J'ai dû demander à un assistant de m'aider à traduire en français. C'était ma leçon le soir. Mes jours étaient occupés à grimper dans les poteaux de télégraphe pour installer des lampes à arc avec l'aide des ouvriers qui semblaient bien impressionnés par mes efforts pour parler leur langue. Donc, si nous avons accès à l'électricité ici à Montréal et au Québec, il faut parler de Lewis Howard Latimer, un Afro-Américain qui a vécu ici à Montréal pendant plusieurs années. Son nom est retenu. Il y a un musée du General Electric. Si vous voulez faire de plus amples recherches sur la vie de Latimer, le musée du General Electric en parle. Il y a plusieurs musées qui en parlent. La ville de New York a fait de lui un personnage officiel historique. C'est un homme très, très important.
Et je vous disais tout à l'heure, dans l'échange, dans la présentation, que parler des communautés noires, c'est parler de la diversité de ces communautés-là. À commencer par celles et ceux qui étaient là depuis les débuts du temps de la colonie française. Ensuite, il y a eu des Afro-Américains qui sont venus ici, qui fuyaient l'esclavage, qui sont venus ici, et au Canada. Il y a eu aussi des Antillais anglophones qui sont venus aussi. Et par la suite, il a fallu attendre les années 50 pour voir arriver les Antillais francophones. Il y avait des Antillais francophones auparavant, de la Martinique, de la Louisiane et de Saint-Domingue, mais qui étaient des esclaves qui venaient, parce que évidemment, à l'époque, la Nouvelle-France, Saint-Domingue, c'était une colonie française aussi. Donc, si évidemment il y avait de l'esclavage, il y avait des marchands qui pouvaient venir avec leurs esclaves. Il n'y avait pas de bateau de négriers qui accostaient ici en Nouvelle-France, mais il y avait des esclaves venant des colonies françaises qui venaient avec leurs maîtres ici. Et Olivier le Jeune en est un de ceux-là. Il faut parler de la diversité, mais il faut parler aussi du mode d'occupation du territoire. Un des lieux au Québec d'ancrage des communautés noires est sans contredit le quartier Saint-Henri, la Petite-Bourgogne. Le quartier La Petite-Bourgogne à Montréal est illustratif d'un pan de cette histoire. C'est ici que les communautés noires anglophones s'établissent dès 1897, attirées par des emplois qu'offre alors l'industrie ferroviaire. Donc, à l'époque, beaucoup d'employés venant des Antilles anglophones, de la Barbade, de la Jamaïque, des Bahamas, etc., se sont établis, c'était Sainte-Lucie, dans ce secteur-là de la ville pour occuper des emplois dans le secteur des chemins de fer. Et il y avait aussi les femmes occupaient des emplois comme dans les maisons, comme des nounous ou des infirmières aussi. J'ai parlé des habitants venus des États-Unis, des Maritimes, d'Ontario et des Antilles, qui occupent essentiellement des postes de porteurs à bord des trains. Un des seuls emplois accessibles pour les Noirs à cette époque. Le vote des Noirs. Le vote des Noirs à lui seul, c'est un sujet en soi. On peut faire facilement, il y a des thèses de maîtrise, de doctorat qui ont été faites sur le vote des Noirs. Alors, il y a, pour faciliter notre compréhension, je rappelle encore, c'est un survol, j'ai choisi de le segmenter en 3 grands moments quand on va parler du vote des Noirs. Il y a un grand moment que j'appelle le moment fantôme, c'est la période de l'esclavage, qui dura quelques 200 ans. L'esclavage, comme pratique excluant automatiquement les Noirs, réduit en esclavage de 1600 à 1834, les Noirs n'ont pas accès au vote durant cette période. Une fois émancipés, donc après 1834, ils vont pouvoir jouir des mêmes droits, libertés et privilèges, entre guillemets, y compris les droits de vote que les sujets britanniques. La discrimination raciale qui règne à l'époque fait cependant obstacle aux droits de vote des Noirs. Entre 1867, ça c'est un peu si vous voulez, le deuxième moment. Entre 1867 et 1935, les électeurs doivent répondre aux 3 critères suivants pour voter. Vous allez comprendre comment cette exclusion, que j'appelle une exclusion systémique, se produit. Donc on n'est plus, à partir de 1867, on n'est plus dans la période de l'esclavage, donc l'esclavage est derrière nous, mais par contre il y a des lois pour pouvoir voter. Les électeurs doivent répondre aux 3 critères suivants pour voter. Ils doivent avoir une certaine fortune. Ils doivent être propriétaires d'un immeuble ayant une valeur minimale. S'ils sont locataires, ils doivent avoir des revenus équivalents. Ils doivent répondre aux critères de la capacité. Le droit de vote est réservé à des catégories de personnes qui remplissent certaines conditions en matière d'éducation et de scolarité. Et tenez-vous bien, mesdames, ils doivent être des hommes. Les femmes propriétaires ou locataires ayant des revenus suffisants ont perdu leur droit de vote en 1849, il faut le souligner. Étant donné ces restrictions que je viens de vous évoquer, à peine 14,8% de la population totale peut voter
aux élections de 1871. On comprend tout de suite que les Noirs font face à un obstacle systémique à leur participation électorale. Mais avec l'abolition de l'esclavage, prendra aussi une plus grande vigueur toutes les revendications relatives aux droits civils. Vous savez, cette lutte qui a connu son apogée dans les années 60 aux États-Unis, notamment dans les années 50, des années 60, avec le révérend Martin Luther King, mais ici chez nous aussi, il y a eu ce grand combat aussi qui a été mené donc, par rapport aux droits civils. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un billet de $10 à me passer? Ou à me donner? À me passer, ça va aller plus vite. Canadien, oui. Merci. Deuxième anecdote. Qui peut me dire qui est sur ce billet, le nom de la personne qui est sur le billet de $10, sans regarder votre billet de $10? Oui. Ah mon Dieu, elle a répondu de... Première réponse, oui, bravo. Peux-tu répéter plus fort? Viola Desmond. Merci, je te rends tout de suite le $10 parce que sinon, tu cours le risque de le perdre. Ma poche n'étant pas trop loin. Merci beaucoup Soraya. Donc, Viola Desmond. Alors, qui est Viola Desmond? Viola Desmond, c'est une Canadienne dans le coin de la Nouvelle-Écosse, Halifax. C'est une esthéticienne, une coiffeuse, une femme éduquée. Et Viola Desmond, un jour, aimait beaucoup le cinéma. Il est allé au cinéma et il a acheté son billet. Et lorsqu'il a pris place dans son fauteuil, il y a un agent de sécurité qui est venu lui dire de se lever, car ce siège était réservé aux Blancs. Et il a refusé de se lever. Il a dit, j'ai payé mon billet comme tout le monde, je vais rester là. Il a été arrêté par la police. On lui a remis des billets de contravention. Il a été condamné. Et il y a une bataille juridique qui prendra fin seulement qu'après sa mort, des années plus tard, pour la disculper. Parce que c'était du racisme patent. Donc, vous voyez, quand on vous dit que la lutte pour les droits civils, c'est une lutte qui a aussi existé au Québec aussi, au Canada aussi, oui. L'exemple que je viens de donner, c'est un exemple au Canada, mais il y a des exemples aussi au Québec aussi. Donc, je parlais de la promotion des droits civiques et des libertés individuelles qui représentait pendant presque un demi-siècle l'essence même de la participation politique des Noirs au Québec. Ce repositionnement historique est important lorsqu'on aborde la participation politique des Noirs au XXIe siècle. Et parlons des enjeux et des obstacles. Essentiellement, quand on parle des enjeux et des obstacles, il y en a 3, généralement. Le premier enjeu, c'est l'enjeu socio-économique, comme obstacle à la participation. Toutes les recherches qui ont été menées nous ont démontré que plus quelqu'un a un niveau de socio-économique élevé, plus il a tendance à s'impliquer, à participer. Et le statut socio-économique de beaucoup de membres des communautés noires constitue un obstacle à cette participation-là. Deuxième enjeu, j'avais préparé beaucoup de choses pour vous. Deuxième enjeu, c'est l'absence, ou du moins, comment je devrais le formuler? En fait, c'est la difficulté d'un ordre consensuel au sein même des communautés noires. Puisque les communautés noires aujourd'hui, ce sont quelques 360 000 personnes qui sont des Noirs francophones, des Noirs anglophones, des communautés africaines,
des Antilles ou de plus vieilles souches. Donc, il y a une grande diversité. Il n'y a pas une homogénéité, c'est pour cette raison que on ne parle pas de la communauté noire, mais on parle plutôt des communautés noires. Mais il y a des enjeux sur lesquels les communautés noires font consensus. La lutte pour les droits civils, par exemple. La lutte pour les droits et libertés. On fait consensus là-dessus. Mais ce consensus-là, il est fragile. Donc, deuxième difficulté. Et aussi, un autre niveau de difficulté que je pense qu'on arrivera tranquillement à arriver à bout de cette difficulté-là, c'est comment arriver à donner, à nous organiser. Comment arriver à nous organiser pour pouvoir avoir une participation effective au sein de la société. Les modes d'organisation, les leviers que nous avons. Prenons le premier. Par exemple, c'est Don Phillips qui faisait remarquer en 2006, lors de Feu Don Phillips, il faut bien dire Feu Don Phillips maintenant, lors de cette table ronde consultation pour la participation des communautés noires à la société québécoise, une initiative qui a été prise par le gouvernement du Québec d'alors, qui disait que le siège social du gouvernement du Québec est dans la ville de Québec. Or, la majorité des Noirs sont dans la région de Montréal. Venir participer à une consultation à une commission parlementaire, venir participer à présenter un mémoire, c'est tout un défi pour ces personnes-là. Donc, les organisations ont besoin de moyens. Ces communautés-là ont besoin de moyens qui leur permettent d'agir efficacement pour parler au nom des communautés. Ça, c'est Don Phillips qui le disait déjà en 2006. Les groupes, je peux partager ça avec vous, les groupes qui sont les plus efficaces, les plus dynamiques en termes de présence et de participation politique, ce sont des groupes qui ont des moyens financiers. Ce sont des groupes qui ont des moyens financiers qui leur permettent d'agir, qui ont des moyens financiers qui leur permettent, par exemple, d'engager des lobbyistes, par exemple, qui leur permettent d'engager des recherchistes, parce que ça prend de la recherche. Préparer un mémoire, c'est pas sur un coin de table qu'on prépare un bon mémoire. Donc, il faut avoir des gens bien payés qui puissent documenter, préparer un mémoire pour atteindre l'objectif visé. Donc, la question socio-économique est au cœur de la discussion. Mais aussi l'enjeu d'organisation aussi. L'enjeu d'organisation, c'est pas seulement à l'intérieur des communautés noires, mais c'est comment aussi ces communautés-là arrivent aussi à tisser des liens avec d'autres réseaux de la société québécoise. Par exemple, on l'a vu dans les années 60, comment les communautés noires ont tissé des liens avec le milieu syndical, par exemple, avec le milieu communautaire, pour aider sur beaucoup d'enjeux qui frappaient alors beaucoup de membres des communautés noires, notamment sur les questions de l'immigration, par exemple. Et il y a eu des liens solides qui ont été tissés entre le milieu syndical et beaucoup de communautés, dont la communauté haïtienne, par exemple. Donc, c'est ce genre de réseautage-là, c'est un réseautage important aussi, quand vient le temps de parler de participation d'une communauté. Aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse sur la représentation. Je vous avais dit tout à l'heure au début qu'il y a une différence entre l'implication citoyenne, la participation politique et la représentation politique. Je vais ouvrir une parenthèse sur la représentation politique. Que ce soit le conseil municipal, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit la Chambre des communes, j'aime souvent en dire ceci, ces lieux-là doivent être des miroirs de la société. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous tendions collectivement, comme société, à ce que ces espaces-là soient le reflet de la société, en termes de représentation politique. Donc aujourd'hui, je pense que l'Assemblée nationale
a fait un bond substantiel depuis les quelques dernières années par rapport à la présence des membres des communautés noires à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, sur 125 députés à l'Assemblée nationale, il y a quand même 5 députés issus des communautés noires qui siègent à l'Assemblée nationale. Mais avant qu'on assiste à cette présence intéressante des membres des communautés noires, il a fallu attendre très longtemps. Il a fallu attendre en fait 1976 pour voir arriver le premier député noir à l'Assemblée nationale du Québec, Jean Alfred, qui a été élu, qui était député de Papineau. C'est pas Papineau à Montréal. Quand on dit Papineau à l'Assemblée nationale, c'est une circonscription qui est dans l'Outaouais. Donc Jean Alfred qui a siégé à l'Assemblée nationale comme premier député. Ensuite, il y a eu en 2004, je crois, Yolande James, première femme noire élue à l'Assemblée nationale, députée de Néligan, dans l'ouest de l'île. Première femme noire, d'ailleurs, qui est devenue ministre aussi dans un gouvernement du Québec. Et par la suite viendront d'autres élus. Je pense entre autres à des personnes comme Dominique Anglade, Makakoto. Dominique Anglade qui est devenue la première femme noire politique au Québec. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Sur la scène fédérale, il y a déjà eu des élus noirs, il y a encore des élus noirs. Sur la scène fédérale, il y a déjà eu Marlène Jennings, originaire du Québec, députée à l'Assemblée nationale, pas à l'Assemblée nationale, plutôt à la Chambre des communes. Il y a eu aussi Viviane Barbeau, du Québec aussi, qui a été députée de Papineau. Mais Papineau, c'est à la Chambre des communes. Aujourd'hui, il y a 2 élus des communautés noires qui siègent à la Chambre des communes, qui sont originaires du Québec. Le président de la Chambre des communes, Greg Fergus, qui est un député de la région de l'Outaouais. Donc, il est originaire du Québec, c'est un petit gars de Pierrefonds. Donc, Greg Fergus, président de la Chambre des communes. Et Emmanuel Dubourg, qui est le député de Bourassa. Et donc, ces 2 députés. Il y a d'autres députés noirs. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'autres députés noirs à la Chambre des communes. Je parle de ceux qui sont originaires du Québec, puisque la demande qui m'a été faite, c'est de parler de la trajectoire des communautés noires dans la société québécoise. Sur la scène municipale, là, on a fait, lors des dernières élections municipales, on a fait un bond qualitatif substantiel par rapport à la présence des élus municipaux, des élus municipales issus des communautés noires. En février dernier, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, donc s'est tenue à Montréal-Nord une rencontre réunissant des élus de tous les paliers, des élus des communautés noires de tous les paliers, et nous étions 34 élus au total. Nous étions 34 élus et 2 membres du Sénat issus des communautés noires. Donc, les membres du Sénat, il faut rappeler qu'ils ne sont pas élus, ils sont plutôt nommés, mais c'est quand même important, quand on parle de participation politique, c'est des personnes qui ont un rôle très, très, très important. Il ne faut pas le sous-estimer sur le rôle des sénateurs ou des sénatrices du Sénat du Canada. Et au niveau municipal, donc à Montréal, je pense qu'il y a au moins 5 ou 6 conseillers municipaux. Donc, là où nous sommes actuellement, c'est le territoire du conseiller municipal de Saint-Michel, M. Josué Corville. Donc, il y a plusieurs élus municipaux issus des communautés noires. C'est le cas aussi à Longueuil aussi. Il y a une belle représentation aussi des communautés noires aussi au sein du conseil municipal de Longueuil. C'est le cas aussi dans une ville comme à Repentigny, je crois aussi. Sherbrooke, il y en a. À la ville de Québec, il y en a aussi. Saint-Jérôme, il y en a aussi. Carla. Donc, voilà. Donc, il y a de plus en plus une belle présence des communautés noires. 3e anecdote. Connaissez-vous le prix Ulrich Chérubin? Est-ce que vous connaissez le prix Ulrich Chérubin? Le prix Ulrich Chérubin. Alors, le prix Ulrich Chérubin, c'est un prix qui souligne l'apport des organismes municipaux ainsi que des organisations à but non lucratif dans la mise en œuvre de bonnes pratiques. C'est un prix du gouvernement du Québec en passant. C'est le prix du gouvernement du Québec en matière d'accueil, d'intégration et d'inclusion des personnes immigrantes partout sur le territoire québécois. Ulrich Chérubin, qui était-il? Originaire de Jacmel, en Haïti,
Ulick Chérubin arrive en Abitibi en 1973 avec son épouse et leur enfant de 5 mois. Touché par l'accueil et l'hospitalité de la population de l'Abitibi, Ulick et sa famille tissent des liens très forts et décident de s'y établir. En 1994, Ulick Chérubin est élu conseiller municipal de la ville d'Amos, en Abitibi. En 2002, il se présente comme candidat à la porte l'élection, devenant alors parler aussi du premier maire noir du Québec. Ils ne sont pas les premiers maires noirs au Québec. Le premier maire noir du Québec, c'est M. René Kouakou. René Kouakou, premier maire noir au Québec, qui a été maire d'une petite ville qui s'appelle Gagnon. Il a été élu en 1973. Gagnon, c'est une petite ville minière de la Côte-Nord, fermée dans les années 80. Donc la ville de Gagnon n'existe plus comme ville, comme municipalité. Mais l'histoire retiendra toujours que le premier maire noir donc, du Québec, c'est la ville de Gagnon qu'il a élu. Et c'est René Kouakou, originaire d'Haïti, qui a été maire. Et si on parle ce n'est pas le premier haïtien à avoir été élu, ce n'est pas la première personne d'origine haïtienne à avoir été élue au Québec et au Canada. Le premier, je crois, c'est Firmin Monestime. Firmin Monestime qui n'a pas été élu au Québec, qui a été élu maire de Matawa de 1964 à 1977. Firmin Monestime, c'est un médecin. C'est un médecin qui est arrivé, qui passait par là, et il a croisé par hasard un de ses anciens amis, patients, qui lui a dit, écoute, on a besoin, notre médecin vient de partir à la retraite, on a besoin d'un médecin dans la ville, est-ce que tu veux rester? Il a dit non, non, je ne veux pas rester, etc. Et l'ami l'a encouragé à rester couché une nuit, il est resté couché une nuit. Et le lendemain matin, il a transigé, négocié avec lui. Il est resté comme médecin de la ville. Et par la suite, il deviendra le maire de la ville de 1964 à 1977. Donc, Firmin Monestime. Je pense que je vais essayer de conclure rapidement parce que j'ai trop de stock.
que je pense qui sont des éléments, des embryons de réponse par rapport à la question économique. La vitalité économique d'une communauté dépend du nombre d'entreprises que peut générer cette communauté-là. Ça dépend du nombre d'emplois aussi créés dans cette communauté-là et pour cette communauté-là. Et aussi, ça dépend aussi de la capacité de cette communauté-là à pouvoir accéder aux capitaux pour pouvoir s'enrichir collectivement. Et c'est là qu'arrivent deux entités que j'aimerais peut-être aborder avec vous, qui n'ont rien à voir avec la politique, mais qui ont une résonance sur la politique. La présence d'un groupe comme le groupe 3737, sur la scène québécoise et la scène canadienne maintenant, n'est pas anodine. Le groupe 3737 comme incubateur qui accompagne des personnes qui ont choisi l'entrepreneuriat pour s'enrichir et pour enrichir leur collectivité, c'est quand même porteur. Parce que nous avons passé des décennies à ne pas aborder les questions économiques de front, à ne parler que du chômage, à ne pas parler de création de richesse, à ne pas parler d'entrepreneuriat. Maintenant qu'on a une communauté qui aborde à visière levée les questions de l'entrepreneuriat, ça c'est quelque chose de formidable, c'est important et il faut le souligner. Un autre élément, un autre embryon que je pense intéressant, que je vous soumets aussi, il existe depuis maintenant plus de 15 ans un fonds, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le Fonds Afro-Entrepreneur. Le Fonds Afro-Entrepreneur, mis en place par Filaction, c'est un fonds qui accompagne et qui soutient les projets économiques émergents des communautés noires, des entrepreneurs des communautés noires. Et ce fonds-là a permis justement la création de dizaines d'entreprises, donc de centaines, voire de milliers d'emplois dans les communautés noires. Donc ça, c'est du concret dans les quand on vient le temps de parler des questions économiques. Je voulais mettre ces éléments-là en lumière et aujourd'hui, il est tout à fait normal, même souhaitable, que ces acteurs économiques-là questionnent le politique sur les orientations politiques, les orientations économiques, pour favorisant la richesse de l'ensemble de la société, mais particulièrement des communautés noires. Sur un autre front, je vous disais qu'un autre obstacle qui avait été identifié, à part la question socio-économique, c'est la difficulté d'organisation. La difficulté d'organisation à mettre ensemble les communautés. Souvent, on a des enjeux qui ne sont pas pareils. Souvent, la difficulté à nous organiser pour présenter un mémoire. Et tel organisme n'a pas les moyens, n'a pas le temps. Excusez-moi. Tel organisme n'a pas le temps, n'a pas les moyens, etc. Comment construire un réseau de soutien, une passerelle qui deviendrait l'agent de liaison, le pont qui relie tous ces organismes de nos communautés. Et c'est là que j'arrive avec deux éléments aussi, qui me semblent être des éléments porteurs pour une meilleure organisation de notre participation comme communauté à la société québécoise, à la vie politique, à la vie sociale du Québec. Le sommet Afro, le sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires. Aujourd'hui, ce sommet-là, c'est un sommet qui réunit plus de 65 organismes des communautés noires. Et qui n'est pas, quand le sommet a été créé, pas pour remplacer les organismes des communautés, mais pour être au service des organismes des communautés. Le sommet est devenu un levier, un catalyseur, qui favorise une prise en charge commune de différents dossiers. Et j'ai vu le sommet socio-économique, le sommet Afro, j'ai vu ce sommet-là à différents fronts, à Québec même, pour aborder les questions relatives aux communautés noires, en accompagnant, en soutenant les organismes de nos communautés. Aujourd'hui, autour de la même table, par exemple, nous avons des organismes comme, je pense qu'à SAP est membre aussi, je pense. Je ne sais pas s'il l'est. Confirmez-moi, monsieur le directeur. Donc, il y a des organismes comme la Maison d'Haïti, le Bureau de la communauté haïtienne, QBBE, qui est le Quebec Black Board of Educators, plusieurs organismes, des organismes des communautés africaines, etc., qui sont autour de la même table, qui réfléchissent, mais surtout qui agissent ensemble pour un meilleur avenir, une meilleure prise en charge, une plus grande prise en compte des enjeux, des doléances. Je vois David
je sais qu'il est pressé, donc je termine, David. Donc, des besoins des communautés noires. Le deuxième exemple que je vais vous donner, comme le dernier modèle, c'est l'Observatoire des communautés noires, comme réponse collective. Qu'est-ce que c'est que l'Observatoire? Un des grands défis que les organismes des communautés noires, que les membres des communautés noires ont toujours fait valoir, c'est l'absence de données, le manque de lieux où ils vont pouvoir trouver de la documentation, produire de la recherche. Mais aujourd'hui, la réponse, elle est donnée avec l'Observatoire. L'Observatoire réunit des chercheurs, des maîtres, des docteurs, des personnes calées en recherche, en documentation, qui s'occupent de produire toute la production intellectuelle que nous avons besoin pour pouvoir faire valoir nos enjeux, nos doléances. L'Observatoire est le véhicule par excellence là-dessus. Donc, alors, quand viendra le temps, par exemple, de produire un mémoire sur un enjeu particulier des communautés noires, sur le logement, sur la santé, sur l'éducation, sur la justice, les organismes membres sauront maintenant, savent à qui se tourner pour avoir accès à cette donnée-là, avoir accès à cette documentation-là. Je vous encourage à découvrir les activités de ces 4 groupes-là que je viens d'évoquer avec vous. Groupe 3737, le Fonds Afro-Entrepreneur, le Sommet Afro et l'Observatoire des communautés noires comme réponse collective à mes besoins de participation à la société québécoise. Écoutez, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici pour le moment. Si vous avez des questions, je serai prêt à accueillir vos questions. Voilà. C'est pas facile la vie de modérateur, surtout quand il faut contrôler par rapport à l'heure. On applaudit encore une fois M. Étant donné que l'heure nous fait la guerre, parce qu'après il y aura un petit goûter pour vous autres, on va prendre quelques... Bon, il y a un problème de micro pour l'instant. Il y a un problème de micro pour l'instant. On va prendre une question. Je ne sais pas si vous pouvez parler un peu. J'ai pas de micro pour l'instant. Sinon, je peux prendre sur... Ah oui, bien sûr. C'est qui la première? C'était vous. Ok. Yeah. Bon, je dis un grand merci aux organisateurs. Félicitations à M. Benjamin pour cette magnifique présentation. Donc, ça a été une présentation historique, puisque vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez tourné en haut l'histoire de la communauté noire au Québec, au Canada. Et parfois vous avez fait un survol même aux États-Unis. Donc on ne peut pas parler de l'émergence du concept noir sans tenir compte du grand apport d'Haïti dans l'émergence du concept noir. Il y a des gens qui sont sur Zoom, on vous demande de passer devant comme ça pour qu'on puisse vous voir. Vous pouvez passer ici, pour que vous mettez le micro à monsieur. Oui, bon. Alors je vais rentrer directement dans la question. Et parlant des obstacles, bien sûr, que peuvent rencontrer et les communautés noires, obstacles socio-économiques et autres, mais on sait pertinemment combien est important
la question des médias. Je vois que vous n'avez pas souligné ça. Et je crois qu'il y a une sorte de sous-représentation de la communauté noire au niveau des médias au Canada, particulièrement au Québec. J'aurais bien aimé avoir votre point de vue là-dessus, puisque c'est un élément important, puisque la communication aujourd'hui, on ne peut rien faire sans la communication. C'est un facteur clé dans le changement, et surtout lorsqu'on parle de racisme et autres, etc. Merci. Merci pour la question. C'est vrai que s'il faut parler de sous-représentation, nous ne pouvons que déplorer cette sous-représentation des membres des communautés noires, pas seulement dans les médias, mais dans les différents lieux de pouvoir. Et je me souviens qu'en 1998, c'est une situation qu'avec d'autres personnes, déjà à cette époque, que nous dénoncions cette sous-représentation dans les lieux de pouvoir, dans les lieux décisionnels. C'est-à-dire que soit au sein de la magistrature, s'il faut parler de justice, sous-représentation des membres des communautés noires, sous-représentation des membres des communautés noires au niveau des dirigeants d'établissements, des dirigeants d'institutions, sous-représentation dans l'espace médiatique aussi. Votre serviteur, celui qui vous parle, a déjà œuvré sur un groupe consultatif pour accompagner différents médias québécois donc, sur les enjeux de représentation de la diversité. Donc, j'ai une très bonne idée de cette situation-là et il faut continuer à le déplorer. Quoique, on a assisté, j'ose croire qu'on a assisté depuis peut-être 2 ou 3 ans à un phénomène que je qualifierais de phénomène George Floyd, où on a vu une plus grande présence des membres de communautés noires à l'écran. Maintenant, la présence, il faut la souhaiter devant et derrière la caméra. Et il faut souhaiter aussi, et pas seulement une présence, quand vient le temps d'aborder les questions relatives à la participation des communautés noires, il faut souhaiter aussi qu'il y ait aussi de plus en plus des gens formés, pétris dans des questions relatives aux compétences culturelles, aux sensibilités relatives à la diversité. Donc, c'est un combat que je me rappelle qu'on a mené, qui a été mené par beaucoup. On parlait de Don Phillips tout à l'heure. Don Phillips était un de ceux qui ont beaucoup mené ce combat dans les années 70, dans les années 80, par rapport à la représentation médiatique désastreuse des membres des communautés noires. Et encore aujourd'hui, il faut le déplorer. Donc, je comprends parfaitement cet avenir-là. Merci, M. Benjamin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Passez devant. Devant. Passez devant pour la caméra. En tant que noir et acteur sur la scène politique, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la lutte et de la participation des Noirs sur la scène politique aujourd'hui? Non, en fait, la réponse est franchement non. On a besoin... Est-ce que c'est... OK. Toutes les recherches qui ont été menées nous démontrent ce qui suit. C'est que si on parle du vote comme mode d'expression de la participation politique, nous n'avons pas encore atteint le niveau de participation, le même niveau de participation que l'ensemble de la société. Nous ne votons pas assez. Il faut voter davantage. Et non seulement ça, si on regarde les autres modes de participation que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire pétition, consultation, appeler un élu, etc., nous sommes aussi en retard par rapport au reste de la société. Donc, il faut souhaiter l'émergence d'une plus grande citoyenneté québécoise
et canadienne au sein de nos communautés. Et ce que j'entends par citoyenneté, quand on est citoyen, quand on habite la cité, on défend la cité, on interpelle la cité, on travaille aussi avec d'autres pour l'amélioration de la cité. Donc, alors la citoyenneté fait appel à cette sensibilité, mais de participer aux affaires de la cité. Donc, alors, il faut souhaiter que nos communautés participent davantage. Nous sommes communauté, prenons par exemple communauté haïtienne, non? Vous constatez, par contre, ça il faut donner à César ce qui est à César. J'ai constaté au fil des élections une certaine amélioration. Mais cette amélioration-là n'est pas satisfaisante. Donc, on doit faire davantage. Pas seulement sur la question du vote, mais bon coup de chapeau quand même. Je voulais bailler communauté noire, la communauté haïtienne. Et coup de chapeau, ça l'important. D'abord gras, c'est une babaye. En 2008, moi je partage une anecdote avec nous. Est-ce qu'on peut couper la diffusion sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut couper la diffusion pour l'anecdote? Johnny. Couper les lives, couper les images, les sons. Est-ce que ça a été coupé? Non. Coupé, s'il vous plaît. On va continuer pour nous-mêmes. Oui. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est coupé. On coupe tout, l'image est sans. Peut être la communauté haïtienne. Le cadre collectif peut être Haïti aussi, peut être un pays étranger aussi. Par exemple, prenons une communauté comme les Arméniens, par exemple. C'est une petite communauté. Mais c'est l'une des communautés avec le taux de participation le plus élevé au niveau du vote. Les Grecs aussi. C'est des gens qui votent beaucoup. Parce qu'ils ont cette conscience politique-là sur l'importance du vote. Mais un Arménien, l'Arménie est toujours tout près de son cœur. J'espère que c'est la même chose pour un Haïtien. Donc, alors, oui, l'enjeu d'Haïti peut devenir un enjeu politique en territoire canadien. Mais il faut bien l'articuler. On ne peut pas l'articuler à partir de désordre, vagabondage, là. Par exemple, moi, ça me brûle les lèvres. Mais j'ai toujours été connu comme quelqu'un qui a du courage. Je vais y aller. Je ne peux pas accepter qu'on importe ici au Québec. Moi, je ne l'accepterai jamais. Moi, je suis haïtien d'origine, je suis québécois d'origine haïtienne, canadien d'origine haïtienne, montréalais d'origine haïtienne, haïtien, j'en voulais là. Mais tout ça qui bon yo, poté ici, mais tout ça qui pas bon yo, non, pas poté. Délinquance, dealer de drogue, etc. Non. Moi, je vis dans une société, dans une société que je vis là, les camper très bien à partir de la loi. Je suis conscient des problématiques que le pays nous a traversées. Mais ce n'est pas une raison. Je ne peux pas comprendre en Haïti qu'on a perdu tête là. Même pas comprendre ici qu'on a perdu tête. À demander le Canadien et le Québécois n'importe quoi là. Donc par exemple, les gens reconnaissent barbecue comme président ou bien n'importe quel autre satrape comme président. Tu comprends? Donc moi c'est des choses qui viennent me chercher ça. Donc je pense qu'il faut haïtien puis responsable dans ce sens-là. Responsable dans le sens collectif là. Collectif. C'était mon coup de gueule. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fini. Est-ce que la question est courte? Monsieur dernière réponse. Coute. Ok, je vais essayer. Vraiment fini. Bonjour. Bonjour. Ma question pour monsieur, d'après vous, est-ce que l'intégration des communautés noires dans le trajectoire en termes de terrain est bénéfique pour le Québec? Est-ce que l'intégration des communautés noires est bénéfique dans la trajectoire? En termes de terrain est bénéfique pour le Québec? Ah oui, absolument.
Absolument, sans hésitation, je vous dirais que quand on regarde la contribution des membres des communautés noires à la société québécoise, sur tous les plans, c'est bénéfique. C'est-à-dire que sur le plan de l'éducation, sur le plan de la justice, de l'économie, de la culture, de la politique, du communautaire, c'est énorme cette contribution-là. Et cette contribution-là, nous avons intérêt à mieux la connaître dans un premier temps, cette contribution-là, et à mieux la partager avec l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui pensent que la présence des membres des communautés là remonte aux années 50-60. C'est une présence qui remonte de beaucoup plus loin que ça. Et cette contribution-là, elle est diversifiée. Ah oui, absolument, elle est bénéfique pour la société québécoise, sans aucun doute. C'est bon? D'accord. Monsieur Benjamin, le genre n'est pas facile. Absolument. J'ai une dernière question. Il y a une dernière question, David? Non. J'ai une dernière question pour toi. Oui. C'est quoi la question? Où est tes cheveux avancés? Oui. Bon, on a continué encore une fois, monsieur Benjamin, s'il vous plaît. Non, plus fort. Les membres de l'agence, s'il vous plaît. Monsieur Benjamin, au nom de l'Alliance socio-culturelle et pédagogique, nous vous remercions pour cette conférence implication politique de la victoire des communautés noires au Québec. J'espère que l'assistance a été édifiée par rapport à tout ce que vous avez dit. Alors, il y a la nourriture qui nous attend en arrière, mais il y a une nourriture artistique et culturelle d'abord avec Jean-Jean Roosevelt, mais M. Benjamin, l'Alliance socio-culturelle et pédagogique, vous voulez et tenez vraiment absolument que vous remettiez aux jeunes artistes qui ont joué pour nous la semaine dernière les plaques d'honneur. C'est significatif pour ces jeunes enfants. Mettez-vous debout quand vous voyez les enfants. Monsieur le député de Dieu va vous remettre. Vous allez faire des photos avec lui et ça va rester grave. Oh, comme ça, nous allons laisser notre haut. Ils vont retirer la table. Jean-Jean, sans bien. Monsieur Benjamin va vous demander s'il vous plaît de leur remettre ça. Comme ça, les enfants vont garder ça comme les photos, surtout comme souvenir avec Monsieur Benjamin. On peut retirer ça. Patrick, on peut enlever la table? Ok. Jean-Jean, mettons prêt, Jean-Jean. Tu peux lui donner ça pour moi. Monsieur Benjamin a oublié de parler de quelque chose de très important, votre campagne de financement. Quelques mots. D'abord, je parlais de participation politique. Si ça vous intéresse, le 21 avril prochain, on va le financement, c'est un brunch annuel. C'est très intéressant. Donc, vous venez manger avec moi, vous venez vous amuser avec moi, de la bonne musique. Donc, c'est un brunch annuel, c'est 35 $ de billet. La dîme du spiritualité avec toi. Donc, la dîme qui est en arrière, allez les gars avec elle. Donc, alors, si ça vous intéresse, donc ça me fait plaisir de vous voir. Donc, et si vous vous sentez interpellé par la chose politique, ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous lors de cette journée. Donc, 35 $, 21 avril, c'est un dimanche, c'est un brunch. Donc, voilà, ça va être le fun. Merci. Merci de ce soir. Nous savons que Jean-Jean Roosevelt, monsieur Seth, est-ce que vous pouvez apporter les... Vous pouvez les apporter? Nous t'entendons pas envie de bagailler. Oui. Elle est dans les usuels. C'est la plus jeune actrice. Oui. Elle a 10 ans. C'est Soraya la chanteuse. Alors, les noms. C'est la professeure? Oui. Oh, je ne l'ai pas reconnu. On appelle dans un premier temps, et Kéran, je sais pas qui va faire ça avec M. Benjamin, vous remettez ça à Yvon. Vous remettez ça à Yvon, donne ça à Yvon. On appelle notre jeune slammer qui était sur scène avec nous. Vas-y, va retrouver M. Benjamin. Darwin Toussaint.
l'Alliance socioculturelle et aide pédagogique tenait absolument à vous remercier pour votre belle participation au théâtre musical en français, s'il vous plaît. Une photo avec M. Benjamin. Retournez la plaque pour la photo. Merci beaucoup. Je dois vous dire qu'à l'issue du spectacle, M. Johnny, il a trouvé un contrat. Quelqu'un dans la salle lui a donné un contrat pour le 24 juillet. Bon. Nous pas mis les... avec H. Bon, mais je vois les noms des artistes qui sont là. Ceux qui sont là. Yasmine n'est pas là. Kenaïssa n'est pas là. Soraya, il y a H dans son nom. Soraya, viens faire de la photo quand même. Elle est très sensible pour son H et c'est même pour ça qu'on a dû le refaire. C'est la jeune chanteuse du spectacle, Soraya. Du public, je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. La prochaine, c'est Ada Imen. Viens, Ada. Elle joue aussi comme chanteuse. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir rester regarder avec nous, mais on a vraiment de très belles images vidéo du spectacle. Merci, Ada. La plus jeune comédienne du spectacle, elle a 10 ans. Et elle a joué parmi les Zuzu Girls. Je vous demande d'accueillir Lorina Périclès, s'il vous plaît. Une photo avec M. Benjamin tout seul. Vas-y, toute seule. Toi avec M. Benjamin toute seule, oui. Comme ça, tu auras le souvenir. Marie-France. La prochaine, c'est Marie-France Ducour. Marie-France, oui, Marie-France. Vas-y, monte. Et puis, nous accueillons Simone Elisabeth. Vas-y. Simone est timide.